7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, nous retrouvons David Engels pour sa chronique hebdomadaire Europe et Identité. Bonjour David Engels. Bonjour Lieselotte. Alors je rappelle rapidement que vous êtes philosophe et auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous amène quelques réflexions autour de notre chère Commission européenne, car notre bien-aimée reine des glaces, Ursula von der Leyen, a réussi le pari difficile de composer une nouvelle commission. Si le Parlement européen approuve cette décision, un nouveau cycle de gouvernement commencera. Certains pensent que le nombre de problèmes à résoudre limitera le pouvoir réel de la nouvelle commission. Mais l'expérience suggère le contraire. Jetons maintenant un regard critique sur le passé. Ces dernières années, les structures européennes ont subi une transformation spectaculaire qui ne coïncide pas par hasard avec le mandat d'Angela Merkel et sa stratégie des décisions non politiques, de l'absence prétendue d'alternatives, de la moralisation des options politiques, de la dissimulation des responsabilités et de la mobilisation asymétrique des électeurs pour endormir les opposants politiques. Jean-Claude Juncker et surtout Ursula von der Leyen ont mis en œuvre avec succès de très nombreux aspects de ces méthodes pour augmenter leur propre pouvoir. Deux aspects sont centraux, à mon avis en tout cas. Tout d'abord, la méthode Monnet, puis l'exploitation habile d'opportunités historiques. Au cœur de la méthode Monnet se trouve une technique gouvernementale consistant à ne pas fonder l'extension des compétences des différentes institutions européennes sur des procédures démocratiques explicites, mais à les déduire indirectement des contraintes administratives et juridiques et de l'idéal d'une union toujours plus étroite qui est explicitement fixée dans les traités. Car, soyons honnêtes, presque toutes les décisions politiques d'envergure sont en quelque sorte plus efficaces si on les prend au niveau européen qu'au niveau national, du moins d'une perspective européenne. L'idéal de la subsidiarité est donc uniquement utilisé pour tirer petit à petit du pouvoir vers Bruxelles, pas pour la rendre aux États-nations. D'ailleurs, la première impulsion de ces transferts vient bien souvent non pas de la Commission, mais plutôt de l'initiative de politiciens et de bureaucrates nationaux qui ont toujours été très enclins à reporter sur Bruxelles les décisions désagréables, mais soit disons nécessaires, dont ils n'osaient pas prendre la responsabilité eux-mêmes, de telle manière que le bouc émissaire bruxellois se transforme peu à peu en souverain. Car, et c'est là que nous arrivons au deuxième point, Bruxelles est la chair de la chair des États-nations, ce qu'il ne faut jamais oublier. Les hommes politiques qui siègent à la Commission européenne, au Conseil européen et au Parlement européen n'ont pas été envoyés là-bas depuis la Russie, la Chine ou le Kenya. Ils sont tous des hommes politiques nationaux dont la carrière est étroitement liée aux intérêts de leurs partis respectifs et qui, après leur mandat européen, retournent également dans leur État-nation. Il n'y a pas si longtemps, l'Union européenne était encore considérée comme un genre d'exil doré et ennuyeux pour des politiciens nationaux impopulaires ou vieillissants, que l'on voulait ainsi envoyer à la retraite anticipée sans qu'ils ne puissent faire trop de dégâts. Aujourd'hui, Bruxelles est devenu le véritable noyau du pouvoir, surtout depuis que les présidents de la Commission, Juncker et von der Leyen, ont habilement transformé les crises des 2 dernières décennies en autant d'occasions d'accroître leur pouvoir. En effet, alors qu'il s'agissait jusqu'alors de gérer la reconstruction économique du continent après la chute du communisme, bien au sec sous le parapluie de l'hégémonie mondiale américaine et rassuré par l'idéologie de la fin de l'histoire, le paquebot Europe est depuis entré dans des eaux plus agitées, d'autant plus que les nombreuses mauvaises décisions de la seconde moitié du XXe siècle commencent seulement maintenant à montrer leur côté obscur. Pensons au sauvetage de l'euro, par exemple, qui est une conséquence de la construction trop optimiste de la monnaie unique. Les conséquences ont été la création d'une dette commune, des contrôles budgétaires et la politisation et communautarisation croissante de la monnaie européenne, notamment sous l'influence d'Angela Merkel, qui a déduit de l'effondrement possible de l'euro de graves conséquences pour l'économie allemande et a revendiqué pour la première fois un rôle de leader pan-européen. Pensons à la crise des réfugiés. Là encore, Angela Merkel a joué un rôle décisif dans la dissolution du système de Dublin et l'exercice d'une pression considérable sur tous les États membres de l'Union européenne pour qu'ils ouvrent leurs frontières extérieures et participent à un mécanisme de répartition volontaire.
L'Union européenne, soutenue par la majorité de gauche libérale au Parlement, est ainsi devenue de manière informelle un acteur crucial dans le cadre de la transformation systématique d'États-nations homogènes en sociétés multiculturelles jusqu'à aujourd'hui. Pensons au Brexit, déclenché notamment par l'arrogance de Merkel en matière migratoire. Même si la sortie d'un État membre était en fait une tragédie monumentale, l'Union européenne a réussi à en faire un atout grâce à des négociations acharnées et à la revendication d'une réorganisation de l'ensemble du secteur économique insulaire et a réussi le pari de sortir non pas affaibli, mais renforcé de cette situation. Ce à quoi bien sûr, a contribué le parti pris de toute l'élite britannique solidement anti-Brexit. Pensons à la protection de l'état de droit, qui est en fait une version transposée à l'ensemble de l'Europe de la lutte contre la droite allemande et de l'instrumentalisation de son service de protection de la Constitution pour des rivalités de pouvoir purement internes. L'évaluation systématique, quasi scolaire, de la politique intérieure des différents États membres dans l'optique d'un État de droit interprété exclusivement par la perspective de la gauche libérale, est devenue une arme centrale dans la lutte contre les gouvernements conservateurs comme ceux de Pologne ou de Hongrie. Elle a été massivement soutenue par les oppositions nationales respectives qui ont fourni du matériel aux campagnes de diabolisation correspondantes et les ont dirigées sur place. L'Union européenne, la Commission en tête, est ainsi devenue le gardien suprême de l'état de droit et s'est renvoyé la balle avec le Parlement européen et la Cour européenne de justice afin de porter au pouvoir partout des gouvernements idéologiquement alignés. Pensons à la crise Covid. Les contrats opaques avec les grandes entreprises pharmaceutiques, la gestion européenne de la campagne de vaccination, l'introduction sous nos yeux d'un carnet de vaccination européen et la politisation de la prétendue pandémie par la collecte et la distribution des aides Covid ont renforcé le rôle de la Commission comme organe de décision centrale au sein de l'Union européenne et pas seulement dans le domaine de la santé. Et pensons finalement à la guerre en Ukraine. Selon les dires de von der Leyen, 6 jours seulement ont suffi pour faire plus de progrès dans le domaine de la défense commune que 2 décennies auparavant. Alors, que va-t-il se passer? Une présidence Trump, une concurrence accrue avec la Chine, une nouvelle pandémie, une nouvelle montée de la sinistre droite, un approfondissement de la guerre chaud-froide avec la Russie. On peut déjà se demander maintenant dans quelle mesure la nouvelle Commission européenne, certes, ne résoudra pas vraiment ces problèmes, mais les utilisera pour accroître son propre pouvoir. Des catastrophes naturelles dues au soi-disant réchauffement climatique, on peut imaginer. Mm. Cette situation implique-t-elle non seulement la possibilité, mais aussi la nécessité de stopper l'autonomisation croissante de la Commission européenne par un retour à l'alternation? J'avoue que je répondrai plutôt par un mouais nuancé. Car bien sûr, l'État-nation est à l'heure actuelle le dernier moyen de défendre ce qui reste encore de l'héritage civilisationnel européen et devrait être protégé et renforcé partout où des gouvernements patriotiques sont au pouvoir. Mieux vaut un État-nation qui fonctionne bien qu'une Union européenne woke, pour l'instant. Mais au long terme, compte tenu de l'interdépendance économique et politique du continent, ainsi que de la montée en puissance des nouveaux grands États-civilisations, l'État-nation classique ne pourra conserver un minimum d'autonomie qu'en manœuvrant très habilement comme le fait actuellement la Hongrie. Mais si chaque nation d'Europe suivait désormais une telle voie, les conflits intra-européens seraient de nouveau inévitables, et avec eux le morcellement et la vassalisation du continent. Le combat décisif ne se jouera donc pas à l'avenir entre les partisans de la souveraineté nationale et les défenseurs de l'intégration européenne, mais entre les européistes de gauche et les patriotes européens qui ont compris que si l'Union européenne réellement existante est aujourd'hui le pire ennemi de la civilisation européenne, la coopération européenne est aussi son dernier espoir. En effet, il est évident qu'en raison de la multilatéralisation croissante du monde, l'écart de puissance extrême entre la superpuissance américaine, d'une part, et tous les autres États, d'autre part, a été remplacé par un nouveau système d'empire civilisationnel, depuis que non seulement la Chine, mais aussi l'Inde, le Brésil et la Russie sont redevenus des acteurs sérieux de la politique mondiale. Bien qu'ils soient tous encore loin de jouer à armes égales avec les États-Unis, on assiste partout à des concentrations supranationales de puissance qui auraient été impensables auparavant.
tandis que l'étoile des États-Unis, elle, décline, ce qui conduit progressivement à un certain alignement et à un nouvel équilibre fragile des puissances. La conséquence pour l'Europe est un vide de pouvoir croissant, car le modèle de l'État-nation ne semble plus guère adapté pour faire jeu égal avec les nouveaux grands États-civilisations, tant sur le plan économique que sur celui de la politique étrangère. Une certaine autonomisation d'un centre de pouvoir pan-européen semble donc en effet inévitable, de telle sorte que derrière les événements décrits ci-dessus, autour de la Commission européenne, il n'y a pas seulement le génie politique de Juncker ou de von der Leyen, mais aussi une dynamique historique quasi inévitable qu'il s'agit maintenant d'orienter dans la bonne direction pour ne pas se laisser submerger par elle. Mmh. Merci, David Engels. Il nous reste 2 minutes, on peut creuser ce dernier point justement. Vous êtes le théoricien, si je puis dire, justement de cette lente chute, de l'Europe. Vous la situez précisément à un moment de son évolution. Elle est en train de péricliter, si je puis dire. Alors elle est à son moment de synthèse, c'est votre mot. Est-ce que vous pourriez nous le résumer, rapidement du coup pour ces 2 minutes qui nous restent? Oui, très volontiers. Je dirais que là, actuellement, on est dans une situation vraiment de crise, de déclin, mais aussi de possible renouveau. Là, pour le moment, l'Union européenne, elle a atteint, un stade où elle est devenue plus ou moins impotente et impuissante vers l'extérieur, mais où elle devient de plus en plus autoritaire vers l'intérieur. Petit exemple, voilà, elle sait très bien obliger tout le monde à désormais boire, de l'eau de bouteille en plastique avec des Mmh. capsules, attachées partout dans l'Union européenne. Ça a été d'une efficacité absolument monstrueuse. Mais alors prendre une décision commune par rapport à quelque chose d'essentiel, comme la guerre qui se passe en Ukraine, là, on ne sait pas très bien quoi faire. Donc ça montre très bien, on est inexistant à l'extérieur, on est très autoritaire à l'intérieur. Et je crois que cette impasse, elle va se creuser de plus en plus et on se dirige, je crois, vers certainement 1 ou 2 décennies où on aura une Europe qui va être plus ou moins bloquée vers l'extérieur. On aura des États-nations qui deviendront de plus en plus des failed states, hein, des États ratés qui contrôlent peut-être à peine quelques grandes mégapoles grâce à des systèmes de surveillance, mais où déjà les banlieues échapperont totalement au contrôle et où Mmh. le plat pays se désertifiera. Et je crois que cette crise-là, elle va nous mettre vraiment dans une phase très, très, très dangereuse de crise économique, de crise politique, de crise interethnique et je crois que de cela, bah, la seule façon de nous en sortir, ce n'est pas nécessairement le retour à une trentaine de petits États-nations qui savent à peine Ouais. rivaliser avec une seule cité chinoise, mais il faut que les patriotes de tous les pays, les patriotes européens, se mettent ensemble et essayent d'investir une autre forme de coopération européenne pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire d'avoir une Europe unie, unifiée, Ouais. qui est puissante vers l'extérieur et qui est très subsidiaire et très libre vers l'intérieur. C'est un On peu va ça que j'attends pour les prochaines années, mais c'est aussi, je l'avoue, ce que j'appelle de mes vœux. on va finir sur ces mots. Merci beaucoup, David Engels pour cette, chronique. On vous retrouve dès vendredi prochain. À la semaine prochaine.